pour ce dernier épisode des aventures de Pinocchio. Voilà, ça y est, c'est la fin. Nous allons enfin savoir ce qui arrive à Pinocchio. Nous avons laissé notre petite marionnette transformée en âne. Que va-t-il se passer? Réponse immédiatement. Chapitre 33. Devenu un vrai âne, Pinocchio est vendu au directeur d'un cirque qui lui apprend à danser et à sauter dans des cercles. Un soir de représentation, il s'estropie et il est revendu pour sa peau. Voyant que la porte restait fermée, le petit bonhomme l'ouvrit d'un grand coup de pied. Il entra dans la pièce et s'adressa à Pinocchio et la mèche en arborant son habituel petit sourire. « Bravo les enfants, vos braiements étaient parfaits et je vous ai tout de suite reconnus. C'est même pour cela que je suis ici. » Les deux ânons prirent un air penaud, la tête et les oreilles baissées, la queue entre les jambes. Le charretier commença par les flatter et les palper, puis il se mit à les étriller vigoureusement. Une fois étrillés, les bourricots brillaient comme des miroirs. Il leur passa alors un licou et les conduisit sur la place du marché avec l'espoir de les vendre et d'en tirer un bon prix. Les acheteurs de fête ne se firent pas attendre. La mèche fut acquise par un paysan qui avait perdu son âne la veille et Pinocchio acheté par le directeur d'un cirque pour le dresser à sauter et à danser avec les autres animaux de sa compagnie. Et maintenant vous avez compris, mes chers petits lecteurs, quel beau métier faisait l'homme à la charrette. Cet avorton, ce monstre à la mine si avenante, sillonnait de temps en temps le pays, et, chemin faisant, embobinait avec ses minauderies et ses promesses tous les enfants paresseux qui n'aimaient ni les livres ni l'école. Il les faisait monter dans sa carriole et les conduisait au pays des jouets. Là, ils passaient leur journée à s'amuser. Mais bientôt, ces pauvres enfants naïfs, à force de jouer tout le temps et de n'étudier jamais, devenaient des ânes que, tout content, le petit homme allait vendre au marché ou sur les foires. C'est ainsi qu'en peu d'années, il accumula tant d'argent qu'il était devenu millionnaire. Ce qu'il advint de la mèche, je n'en sais rien. En revanche, je sais que Pinocchio dut endurer dès les premiers jours une vie très dure et particulièrement exténuante. Après l'avoir conduit à l'écurie, son nouveau maître remplit son râtelier de paille. Pinocchio y goûta, puis la recracha. Tout en maugréant, le directeur du cirque y mit du foin, mais le foin ne plut pas non plus à Pinocchio. « Ah bon, le foin non plus ne te plaît pas ?» cria l'homme énervé. « Alors écoute, à chaque fois qu'il te viendra la fantaisie de faire des caprices, attends-toi mon beau à ce que je te les ôte de la cervelle. » Et pour le punir, il lui cingla les pattes avec son fouet, ce qui fit pleurer et braire Pinocchio qui hoqueta. « Hi-en, la paille, je ne peux pas la digérer. »« Alors mange le foin, » répliqua son maître, qui comprenait très bien la langue des ânes. « Hi-en, le foin me donne des maux d'estomac. »« Tu prétends donc qu'à un baudet comme toi, je devrais donner du blanc de poulet et du chapon en gelée ?» ajouta l'homme de plus en plus en colère et le fouettant de nouveau. Cette fois, Pinocchio, devenu prudent, préféra se taire. La porte de l'écurie refermée, Pinocchio resta seul, et comme il n'avait pas mangé depuis longtemps, il se mit à bâiller. En bâillant, il ouvrait une bouche grande comme un four. Finalement, ne trouvant rien d'autre dans sa mangeoire, il se résigna à mastiquer un peu de foin. Puis, après l'avoir bien malaxé, il ferma les yeux et l'avala. « Ce foin n'est pas vraiment mauvais, » se dit-il, « mais j'aurais quand même mieux fait de continuer à étudier. À cette heure-ci, au lieu de foin, j'aurais pu manger un morceau de pain frais avec une bonne tranche de salami. Dommage. » Le lendemain matin, à son réveil, il chercha tout de suite le foin dans le râtelier, mais il n'y en avait plus, car il avait tout mangé dans la nuit. Il se consola en prenant une bouchée de paille broyée, mais tout en la mastiquant, il fut bien obligé de reconnaître que cette paille n'avait la saveur ni d'un risotto à la milanaise, ni de macaroni à la napolitaine. « Dommage, » répéta-t-il tout en mastiquant, « qu'au moins mes malheurs servent de leçon à tous les enfants désobéissants qui ne veulent pas aller à l'école. Mais c'est dommage, bien dommage. »« Tu te plains? Attends un peu » hurla le directeur qui venait d'entrer dans l'écurie. « Car tu crois peut-être que je t'ai acheté uniquement pour te donner à boire et à manger? Je t'ai acheté, moi, pour que tu travailles et que tu me fasses gagner beaucoup de sous. Allez, debout, tu vas venir avec moi sur la piste et je vais t'apprendre à sauter dans des cerceaux, à danser la valse et la polka debout sur tes pattes arrière. » Effectivement, le pauvre Pinocchio dut apprendre de gré ou de force
toutes ces belles choses. Mais il lui fallut 3 mois et beaucoup de coups de fouet qui lui arrachaient la peau pour y arriver. Un jour, son maître put enfin annoncer un spectacle tout à fait extraordinaire. Sur les affiches placardées à tous les coins de rue, on pouvait lire « Ce soir, grand spectacle de gala, des sauts et des exercices surprenants avec tous les artistes et les chevaux de la compagnie. Et pour la première fois, le fameux petit âne Pinocchio, dit l'étoile de la danse, le théâtre sera illuminé. » Comme de bien entendu, ce fameux soir, le théâtre était bondé bien avant que le spectacle ne commence. Plus aucune place n'était à vendre, même à prix d'or. Sur les gradins s'entassaient des nuées d'enfants de tous âges, très excités à l'idée de voir danser le fameux âne Pinocchio. À la fin de la première partie, le directeur de la compagnie, veste noire, pantalon blanc et bottes de cuir jusqu'aux genoux, se présenta, s'inclina profondément devant la foule des spectateurs et entama avec solennité ce discours fleuve. « Honorable public, gentilshommes et belles dames, votre humble serviteur de passage dans cette illustre cité a le plaisir mais aussi la fierté de présenter à son éminent public un célèbre petit âne qui a déjà eu l'honneur de danser devant sa majesté l'empereur de toutes les principales cours d'Europe. Je vous remercie de votre participation et de votre indulgence. » Rires et applaudissements suivirent cette introduction, mais les applaudissements redoublèrent et déferlèrent comme un coup de tonnerre quand Pinocchio entra sur la piste. Il était paré comme s'il allait à une fête. Il arborait une bride neuve en cuir qui reluisait et qui était chargée de boucles et de clous en cuivre. 2 camélias blancs ornaient ses oreilles, sa crinière tressée était parsemée de petits nœuds argentés et des rubans de velours amarante et bleu ciel enveloppaient sa queue. C'était en somme un amour de petit âne. Le directeur continua son discours. « Vénérable public, je ne vous cacherai pas les grandes difficultés que j'ai éprouvées pour comprendre et maîtriser ce mammifère alors qu'il paissait librement de montagne en montagne dans les plaines torrides du sud. Observez, je vous prie, la sauvagerie de son regard et vous comprendrez que, tous les moyens habituels pour en faire un quadrupède domestique ayant échoué, j'ai dû souvent recourir à l'aimable dialogue du fouet. Mettant en pratique la méthode de Gall, j'ai découvert qu'il avait dans son crâne le cartilage de Carthage que la faculté de médecine de Paris elle-même désigne comme le bulbe régénérateur des cheveux, et celui de la danse pyrrhique, la danse guerrière des anciens Grecs. C'est pourquoi je l'ai non seulement dressé à sauter dans les cerceaux, mais aussi à danser, admirer et apprécier. Mais avant de prendre congé de vous, je vous invite, messieurs et mesdames, à venir au spectacle diurne de demain soir. Dans l'hypothèse où la pluie menacerait, la représentation de demain soir sera alors reportée à demain matin à 11 heures de l'après-midi. » Après une nouvelle profonde révérence, le directeur se tourna vers Pinocchio. « Courage, Pinocchio, mais avant les exercices, il vous faut saluer ce respectable public. » Pinocchio, obéissant, se mit à genoux sur ses pattes avant et resta ainsi jusqu'au moment où, faisant claquer son fouet, le directeur ordonna « au pas ». L'ânon se releva et commença à tourner au pas autour de la piste. Puis le directeur commanda « au trot » et Pinocchio passa au trot. « Au galop » Pinocchio galopa, à toute allure. Et alors que l'ânon filait comme un cheval arabe, le dompteur leva un bras en l'air et tira un coup de pistolet. L'âne, faisant semblant d'être blessé, s'effondra au milieu de la piste et fit le mort. Une fois relevé, des hurlements et des applaudissements assourdissants emplirent le cirque. Pinocchio leva la tête vers le public et il vit dans une loge une belle jeune femme qui portait à son cou un collier en or au bout duquel pendait un médaillon. On distinguait dans ce médaillon, le portrait de la marionnette. « Mais c'est mon portrait, cette dame est la fée !» s'étonna Pinocchio en reconnaissant la jeune femme. Alors, sa joie lui faisant oublier toute prudence, il voulut crier « Ma fée, ma bonne petite fée !» Mais rien ne sortit de sa gorge que des braiements sonores et prolongés qui firent éclater de rire tous les spectateurs et surtout les enfants. Le directeur, pour lui faire comprendre qu'il n'était pas bien élevé de braire au nez du public, lui appliqua un bon coup sur le museau avec le manche de son fouet. Le pauvre petit âne, tirant une langue longue comme le bras,
se lécha le museau pendant plusieurs minutes afin de calmer la douleur. Mais son plus profond désespoir fut quand, regardant de nouveau le public, il ne vit plus personne dans la loge. La fée avait disparu. Il crut qu'il allait mourir. Ses yeux se remplirent de larmes et il se mit à sangloter. Personne ne s'en rendit compte, et encore moins le directeur du cirque qui fit claquer son fouet et cria « Allez, Pinocchio, maintenant fais voir à ces messieurs-dames avec quelle élégance tu sais sauter dans les cercles !» Pinocchio fit plusieurs tentatives, mais à chaque fois qu'il se présentait devant le cerceau, au lieu de le traverser, il passait dessous. Prenant une nouvelle fois son élan, il faillit réussir, mais ses pattes arrière restèrent accrochées au cerceau et il s'affala de tout son long sur la piste. Quand il se releva, il boitait et il eut le plus grand mal à rejoindre l'écurie. « Pinocchio, reviens, on veut le petit âne, Pinocchio, Pinocchio !» hurlaient les enfants apitoyés par ce qu'ils venaient de voir. Mais le petit âne ne revint pas. Le lendemain, le vétérinaire, c'est-à-dire le médecin des animaux, déclara qu'il resterait estropié toute sa vie. Alors, le directeur du cirque appela son garçon d'écurie. « Que veux-tu que je fasse d'un bottet boiteux? Ce serait le nourrir à perte. Emmène-le donc au marché et revends-le. » Arrivés sur la place du marché, ils trouvèrent tout de suite un acheteur. « Combien cet âne boiteux ? 20 livres. Je t'en donne 20 centimes. Ne crois pas que je vais m'en servir. Je l'achète uniquement pour sa peau. Je vois qu'il a la peau particulièrement dure et j'en ai besoin pour fabriquer un tambour pour l'orchestre de mon village. » Je vous laisse imaginer, mes enfants, les sentiments du pauvre Pinocchio quand il entendit qu'il allait devenir un tambour. Après avoir versé les 20 centimes, l'acheteur conduisit l'ânon jusqu'à un rocher qui surplombait la mer, lui suspendit une grosse pierre au cou, attacha une corde à l'une de ses pattes, tout en gardant l'autre bout à la main, et lui donna une forte bourrade qui le projeta dans l'eau. Avec ce poids autour du cou, Pinocchio coula tout au fond de la mer, tandis que l'acheteur, tenant toujours l'autre extrémité de la corde, alla s'asseoir sur le rocher en attendant que l'âne ait tout le temps de se noyer pour qu'il puisse ensuite récupérer sa peau. Chapitre 34. Le petit âne Pinocchio est mangé par les poissons et redevient une marionnette. Alors qu'il nage pour sauver sa vie, il est avalé par le terrible requin. Il y avait presque 1 heure que l'âne était dans l'eau et son acquéreur se dit « Maintenant, il doit être tout à fait noyé. Remontons-le pour faire le tambour avec sa peau. » Il tira sur la corde qu'il avait attachée à l'une des pattes de l'âne, tira, et vit affleurer à la surface de l'eau. Vous savez quoi? Au lieu d'un petit âne mort, apparut une marionnette bien vivante qui se tortillait comme une anguille. Le pauvre homme crut rêver. Il resta là, abasourdi, la bouche grande ouverte et les yeux exorbités. Revenu de sa stupeur, il balbutia. « Et l'âne que j'ai jeté à la mer, où donc est-il ?»« L'âne, c'est moi, » répondit la marionnette en riant. « Toi? Moi? Dis, petit rigolo, tu te moques de moi peut-être ?»« Me moquer de vous? Pas du tout, mon maître, je vous parle sérieusement. Mais enfin, comment as-tu fait pour devenir une marionnette en bois alors que tu étais tout à l'heure un bourricot ? C'est sans doute un effet de l'eau de mer. Parfois la mer nous joue de ses tours. Ça suffit, la marionnette, ça suffit. N'espère pas rire à mes dépens, et gare à toi si tu me fais perdre patience. D'accord, mon maître, vous voulez savoir exactement ce qui s'est passé? Dans ce cas, détachez-moi et je vous raconterai tout. Désireux de comprendre quelque chose à cette histoire, l'acheteur défit le nœud de la corde et Pinocchio se retrouva libre comme l'air. Apprenez donc, mon maître, qu'avant de devenir un âne, j'étais une marionnette sur le point de devenir un petit garçon comme les autres. Mais mon peu de goût pour le travail et les mauvais conseils de petits camarades me firent quitter la maison. C'est ainsi que, un matin, en me réveillant, je me suis retrouvée changée en baudet, avec les oreilles, la queue et tout. Quelle honte fut la mienne, que Saint-Antoine ne vous fasse jamais éprouver cet affront. Emmené pour être vendu au marché des ânes, je fus acheté par le directeur d'une compagnie équestre qui se mit dans la tête de faire de moi un grand danseur et un sauteur de cercle hors pair. Or, au beau milieu du spectacle, je fis une chute et me retrouvai estropié. Comme le directeur du cirque ne voulait pas s'encombrer d'un âne boiteux, il me revendit et c'est vous qui m'avez acheté. Eh oui, malheureusement, je t'ai même payé 20 centimes. Qui va me rendre mes 20 centimes maintenant ? Vous m'avez même acheté pour fabriquer un tambour avec ma peau, n'est-ce pas? Un tambour! Eh oui, malheureusement, où vais-je trouver une autre peau maintenant?
Ne vous laissez pas aller au désespoir, mon maître. Des ânes, il y en a tant en ce monde. Dis-moi, petit impertinent, ton histoire s'arrête là? Pas tout à fait, 2 mots encore. Donc, après m'avoir acheté, vous m'avez conduit ici pour me tuer. Cédant à un sentiment de la plus grande humanité, vous avez préféré me mettre une pierre au cou et me jeter dans la mer. Cette délicatesse vous honore infiniment, et je vous en serai éternellement reconnaissant. Mais c'était compté sans la fée. C'est quoi cette fée? Cette fée, c'est ma maman. Elle est comme toutes les mamans qui aiment beaucoup leurs enfants, veille sur eux et les secourt tendrement en cas de danger, même si ces enfants, par leur étourderie et leur comportement indélicat, mériteraient d'être abandonnés et livrés à eux-mêmes. Je disais donc que la fée, voyant que j'allais me noyer, m'envoya un banc d'innombrables poissons qui se mirent à dévorer ces tanons qu'ils croyaient bel et bien morts. Quel boucher ils faisaient de moi! Je n'aurais jamais cru que les poissons fussent aussi gloutons que les enfants. C'était à qui mangerait les oreilles, le museau, l'encolure et sa crinière, la peau des pattes et le pelage du dos. Il y avait même un tout petit qui eut la courtoisie d'accepter de me dévorer la queue. Jamais plus je ne mangerai de poisson, s'exclama horrifié le fabricant de tambours. J'aurais trop peur de trouver une queue d'âne dans le ventre d'une truite ou d'un merlan. Je suis bien d'accord avec vous, répondit la marionnette qui se tordait de rire. Enfin, quand ils eurent fini de manger toute cette chair de baudet qui m'enrobait de la tête aux pieds, les poissons arrivèrent naturellement au squelette. Mais dès les premières morsures, ces gloutons s'aperçurent que le bois très dur dont je suis fait n'était pas pain béni pour leur dentition, et ils se dispersèrent sans même me remercier. Et voici comment, tirant sur votre corde, vous avez trouvé une marionnette à la place de votre âne. Je me moque de tout cela, hurla l'acheteur fou de rage. Tout ce qui m'intéresse, c'est que j'ai dépensé 20 centimes pour t'avoir et que je veux les récupérer. Sais-tu ce que je vais faire? Je vais retourner au marché et te revendre comme du bois sec pour allumer le feu de la cheminée. D'accord, revendez-moi, j'en serai ravi, répliqua Pinocchio. Mais en même temps, il bondit et sauta loin dans l'eau. Tout en nageant allègrement pour s'éloigner de la rive, il cria au pauvre acheteur. Adieu, mon maître, si vous avez besoin d'une peau pour faire un tambour, pensez à moi. Un peu plus loin, toujours nageant et riant, il lança encore. Adieu, mon maître, si vous avez besoin d'un peu de bois pour allumer votre cheminée, pensez à moi. Pinocchio s'éloignait à toute vitesse. C'était devenu un petit point noir à la surface de l'eau. Parfois, une paire de jambes émergeait de la mer, ou alors il faisait des cabrioles dans l'eau, tel un dauphin de très bonne humeur. Nageant au hasard, Pinocchio aperçut un rocher blanc comme du marbre, sur lequel bégaitait gentiment une jolie petite chèvre qui lui faisait signe d'approcher. La chose étonnante était que cette chèvre n'était ni blanche ni noire, comme le sont d'habitude la plupart des chèvres, mais sa laine était d'un bleu nuit éclatant qui rappelait beaucoup la couleur des cheveux de la jolie petite fée. Évidemment, le cœur de Pinocchio se mit à battre très fort. Redoublant d'efforts, il se dirigea vers le rocher blanc. C'est alors que surgit une tête horrible, celle d'un monstre marin qui venait à sa rencontre. Sa bouche grande ouverte était un gouffre et découvrait 3 rangées de dents à faire peur même en dessin. Et vous savez qui était ce monstre marin? C'était ni plus ni moins ce gigantesque requin déjà rencontré dans cette histoire et que l'on surnommait, à cause de ses nombreux massacres et de son insatiable voracité, l'Attila des poissons et des pêcheurs. Vous imaginez l'épouvante qui saisit le pauvre Pinocchio à la vue de ce monstre. Il essaya de l'éviter, de changer de route, de le fuir, mais l'énorme bouche s'approchait à la vitesse d'une flèche. « Dépêche-toi, Pinocchio, je t'en supplie !» bêlait la jolie petite chèvre. Celui-ci nageait désespérément. Il se servait de tout. Ses bras, sa poitrine, ses jambes, ses pieds. « Cours, cours, Pinocchio, le monstre se rapproche !» Rassemblant toutes ses forces, la marionnette redoubla d'ardeur. « Attention, Pinocchio, le monstre te rejoint, il arrive, dépêche-toi, je t'en supplie, ou tu es perdu. » Il ne pouvait pas aller plus vite, il filait comme une balle de fusil. Alors qu'il était sur le point de toucher le rocher, la petite chèvre se pencha et lui tendait déjà ses pattes de devant pour l'aider à sortir de l'eau. Mais c'était trop tard, le monstre l'avait rejoint et aspira la pauvre marionnette comme on gobe un œuf. Ce fut si violent que Pinocchio, dégringolant dans le corps du requin, s'assomma et resta évanoui pendant un bon quart d'heure. Quand il revint à lui, il ne savait plus ni qui il était, ni où il était.
tout autour de lui était plongé dans le noir le plus profond, comme s'il était entré dans un encrier plein d'encre. On n'entendait rien que, de temps en temps, des grandes bouffées de vent qui lui cinglaient le visage. Au début, il ne comprit pas. Puis il pensa que ces rafales devaient sortir des poumons du monstre. De fait, le requin soufflait d'asthme, et quand il respirait, on aurait dit que soufflait la tramontane. Pinocchio chercha d'abord à se donner du courage, mais quand il eut 100 fois la preuve qu'il était bien dans le corps du monstre, il s'effondra en larmes et se mit à gémir. « Au secours, à l'aide! Oh, pauvre de moi, n'y a-t-il personne pour me sauver ?»« Qui donc pourrait te sauver, malheureux ?» grinça une voix dans le noir, fêlée comme une guitare désaccordée. « Qui parle ?» demanda Pinocchio qui tremblait de peur. « C'est moi, je suis un pauvre thon que le requin a avalé en même temps que toi. Et toi, quel poisson es-tu ?»« Moi, je n'ai rien à voir avec les poissons, je suis une marionnette. »« Et alors, si tu n'es pas un poisson, pourquoi t'es-tu fait avaler par le monstre ?»« Je n'en sais rien, d'ailleurs je ne me suis pas fait avaler, c'est lui qui m'a avalé, nuance. Bon, et maintenant, qu'est-ce que l'on peut faire ? Se résigner et attendre que le requin nous digère. Mais je ne veux pas être digéré, cria Pinocchio qui se remit à pleurer. Bah moi non plus, fit remarquer le thon. Mais je suis philosophe, et je me console en pensant que pour un thon, il est plus digne de mourir dans l'eau que dans la friture. Baliverne, hurla Pinocchio. C'est mon opinion, se défendit le thon, et toutes les opinions, comme l'assurent les thons politiques, sont respectables. Moi, je veux m'en aller d'ici, je veux m'en aller. Va-t'en si tu y arrives. Il est vraiment gros ce requin ? Questionna la marionnette. S'il est gros, son corps mesure plus d'1 kilomètre de long, sans compter la queue. Tandis qu'il conversait ainsi, Pinocchio crut discerner dans le lointain une vague lueur. « Cette lueur tout là-bas, qu'est-ce que c'est » demanda Pinocchio. « Sans doute un autre malheureux qui attend d'être digéré. »« Je vais aller voir, il s'agit peut-être d'un vieux poisson qui sait, lui, comment sortir d'ici. »« Je te le souhaite, chère marionnette. Alors adieu le thon, adieu la marionnette et bonne chance. On se reverra, qui sait, le mieux est de ne pas y penser. » Chapitre 35. Pinocchio dans le corps du requin retrouve, mais qui donc retrouve-t-il? Vous le saurez en lisant ce chapitre. Après avoir dit adieu à son ami le thon, Pinocchio s'engouffra dans l'obscurité régnant dans le corps du requin et marcha à tâtons dans le noir, progressant pas à pas vers cette pâle lueur qui brillait vaguement dans le lointain. Il entendait ses pieds clapoter dans une eau grasse et glissante qui dégageait une forte odeur de poisson frit comme si c'était la mi-carême. Puis, plus il avançait, plus cette lueur lointaine et imprécise gagnait en brillance et en netteté. Il marcha longtemps avant d'atteindre son but. Et là, que trouva Pinocchio? Je vous le donne en 1000. Il trouva une petite table sur laquelle était allumée une bougie enfilée dans une bouteille en cristal vert. Et, assis à cette table, un petit vieux aux cheveux blancs comme de la neige ou de la crème fouettée. Il mâchouillait des petits poissons vivants, si vivants d'ailleurs que la plupart du temps, ils parvenaient à s'échapper de sa bouche. La vue de ce vieil homme provoqua chez Pinocchio une telle surprise et une telle allégresse qu'il faillit en devenir fou. Il était partagé entre le rire, les pleurs et l'envie de raconter une foule de choses. Il n'arrivait qu'à balbutier confusément, à crachoter des bouts de mots ne voulant rien dire. Finalement, il parvint à sortir de sa gorge un cri de joie, ouvrit grand ses bras et se jeta au cou de l'homme. « Oh mon papounet, enfin je te retrouve, plus jamais je ne te quitterai, jamais, jamais !»« Donc mes yeux ne m'ont pas trompé, » répondit le vieil homme en se les frottant. « Donc tu es bien mon cher Pinocchio ?»« Oui, oui, c'est moi, c'est vraiment moi. Et vous m'avez déjà pardonné, n'est-ce pas ? Oh, mon petit papa à moi, comme vous êtes bon, alors que moi, au contraire. Mais j'en ai eu des misères, tout est allé de travers. Figurez-vous, mon pauvre petit papa, que le jour où vous avez vendu votre veste pour m'acheter un abécédaire, je suis allée au spectacle de marionnettes. Et là, le marionnettiste voulait me jeter au feu pour faire cuire son mouton. Puis, il m'a donné 5 pièces d'or pour vous, mais j'ai rencontré le renard et le chat qui m'ont emmené à l'auberge de l'écrevisse rouge, où ils ont mangé comme des loups affamés. Après, je suis parti tout seul dans la nuit, et des assassins m'ont poursuivi longtemps.
et m'ont pendu au grand chêne. Puis la jolie fillette aux cheveux bleu nuit a envoyé un carrosse me chercher. Et les médecins ont dit, s'il n'est pas mort, cela signifie qu'il est toujours vivant. Et comme j'avais dit un mensonge, mon nez s'est allongé au point de ne plus pouvoir sortir pour aller avec le renard et le chat enterrer mes 4 pièces d'or, car avec la 5e j'avais payé l'aubergiste. Ce qui fit rire le perroquet, et au lieu des 2000 sequins que je devais récolter, je n'ai rien retrouvé. C'est pourquoi le juge, sachant que j'avais été volé, m'envoyait en prison. D'où je sortis grâce à une mesure de clémence, jusqu'à ce que, voyant une belle grappe de raisin, je tombai dans un piège, et le paysan, pour me donner une leçon, m'a fait garder le poulailler. Et quand il m'a rendu ma liberté, le serpent dont la queue fumait se mit lui aussi à rire si fort qu'il fit éclater une veine de sa poitrine. Et c'est comme cela que je suis retournée chez la jolie fillette aux cheveux bleu nuit qui était morte. Alors le pigeon, voyant que je pleurais, me dit « J'ai vu ton papa qui fabriquait une chaloupe pour te chercher. » Et moi je lui ai répondu « Ah, comme j'aimerais avoir des ailes moi aussi. » Et il m'a dit « Tu veux voir ton papa ?» Et moi j'ai dit « Oh oui alors, mais qui va m'emmener ?» Et lui, moi je te porterai. Et moi, comment? Et lui, tu n'as qu'à monter sur mon dos. C'est ainsi que nous avons volé toute la nuit. Et le lendemain matin, des pêcheurs qui regardaient la mer me dirent « Il y a un pauvre homme sur une barque qui est en train de se noyer. » Et moi de loin, je t'ai tout de suite reconnu, parce que mon cœur me disait que c'était vous. Et alors je t'ai fait signe de revenir. « Moi aussi je t'ai reconnu, » l'interrompit Geppetto, et j'aurais volontiers fait demi-tour, mais comment? La mer était grosse et une énorme vague a fait chavirer ma chaloupe. C'est à ce moment-là qu'un horrible requin qui rôdait dans les parages m'a repéré, s'est dirigé vers moi et, tirant la langue, m'a avalé comme une tartelette bolognaise. « Cela fait combien de temps que vous êtes enfermé ici ?» interrogea Pinocchio. « Depuis ce jour, il a dû s'écouler 2 années. 2 années, mon pauvre Pinocchio, qui m'ont paru 2 siècles. Et comment avez-vous fait pour vivre? Et où avez-vous trouvé cette bougie? Et les allumettes pour l'allumer? Qui vous les a données? Je vais tout te raconter. En fait, la même tornade qui me fit chavirer coula aussi un navire marchand. Son équipage parvint à se sauver, mais le requin, qui avait ce jour-là bon appétit, avala aussi le bâtiment. « Comment? D'un seul coup ?» s'étonna Pinocchio qui n'en revenait pas. Il n'en fit qu'une bouchée, effectivement. Il ne rejeta que le mât principal qui s'était coincé dans ses dents comme une vulgaire arête de poisson. À grande chance, vu que ce navire était chargé de viande conservée dans des caisses étanches, de pain grillé, de bouteilles de vin, de raisins secs, de fromage, de café, de sucre, de bougies et de boîtes d'allumettes en cire. Grâce à ce véritable don de Dieu, j'ai pu survivre durant 2 ans. Né aujourd'hui, cela touche à sa fin. Il n'y a plus rien dans le garde-manger, et cette bougie allumée est la dernière qui restait. Et après, mon cher enfant, nous resterons dans le noir. Alors, décida Pinocchio, il n'y a pas de temps à perdre, il faut trouver un moyen pour fuir. Fuir? Mais comment fuir? En sortant par la gueule du monstre et en se jetant à l'eau. C'est vite dit, Pinocchio, moi je ne sais pas nager. Aucune importance, mon papounet, vous monterez sur mon dos, et moi qui suis un bon nageur, je vous porterai jusqu'à la côte. Tu rêves, mon garçon, soupira Geppetto en secouant la tête et en sirouillant tristement. Comment une marionnette comme toi, qui mesure à peine 1 mètre, pourrait-elle avoir la force de nager avec moi sur son dos? Bah, essayons, on verra bien. De toute façon, s'il est écrit que nous devions mourir tous les 2, nous aurons au moins la consolation d'être dans les bras l'un de l'autre. Sans ajouter un mot de plus, Pinocchio se saisit de la bougie et commença à avancer en éclairant le chemin. « Suivez-moi, mon petit papa, et n'ayez pas peur. » Longtemps, ils cheminèrent ainsi dans le corps du requin, traversèrent l'estomac du monstre et arrivèrent dans son énorme bouche. Là, ils s'arrêtèrent pour faire le point et choisirent le moment opportun pour s'échapper. Le requin, qui était très vieux, souffrait d'asthme et avait des palpitations cardiaques, si bien qu'il était obligé de dormir, la bouche ouverte. Pinocchio en profita pour regarder au dehors. Le ciel était parsemé d'étoiles et un beau clair de lune éclairait la mer. « C'est le moment, » murmura-t-il à son père. « Le requin dort comme un loir, la mer est tranquille et on y voit comme en plein jour. Suis-moi, papa, et dans peu de temps nous serons sauvés. » Ils s'engagèrent sur la langue du monstre, une langue aussi large qu'une allée de jardin, et ils progressèrent sur la pointe des pieds. Mais, au moment où ils s'apprêtaient à faire le grand plongeon dans la mer, le requin éternua,
ce qui provoqua une telle secousse que Pinocchio et Geppetto dégringolèrent de nouveau dans l'estomac du monstre. « Et maintenant, comment on va faire ?» dit Pinocchio d'un air préoccupé. « Maintenant, mon fils, nous sommes tout à fait fichus. »« Pourquoi fichus? Donnez-moi la main, mon papa, et attention de ne pas glisser. »« Où veux-tu me conduire? Nous devons essayer encore. Venez, et n'ayez pas peur. » Pinocchio prit donc son papa par la main, et marchant toujours sur la pointe des pieds, ils remontèrent dans la gueule du monstre, passèrent sur sa langue et franchirent les 3 rangées de dents. Juste avant de plonger, la marionnette se retourna vers son papa. « Grimpez sur mon dos et serrez-moi fort, je m'occupe du reste. » Dès que celui-ci fut bien installé, Pinocchio, sûr de lui, se jeta à l'eau et commença à nager. La mer était d'huile, la lune brillait, et le requin continuait de dormir si profondément qu'un coup de canon ne l'aurait pas réveillé. Chapitre 36. La marionnette Pinocchio devient enfin un vrai petit garçon. Alors que Pinocchio nageait le plus vite possible pour rejoindre la côte, il s'aperçut que son papa, à cheval sur son dos, avait les jambes à moitié dans l'eau et qu'il tremblait fortement comme s'il avait une crise de paludisme. Tremblait-il de froid ou de peur? Peut-être des deux. Mais optant plutôt pour la peur, Pinocchio lui dit pour le réconforter. « Courage, papa, dans quelques minutes nous arriverons sur la terre ferme et nous serons sauvés. » « Mais où est-il, ce fameux rivage ?» demanda le vieil homme qui, de plus en plus inquiet, plissait les yeux comme le font les tailleurs pour enfiler une aiguille. « Moi je le vois, » assura la marionnette. « Vous savez, je suis comme les chats, ils ont une meilleure vue la nuit que le jour. » Pinocchio faisait semblant d'être de bonne humeur. En réalité, les forces commençaient à lui manquer. Sa respiration était de plus en plus courte et il était au bord du découragement car la côte était encore très loin. Il continua néanmoins de nager jusqu'à ce qu'il n'ait plus du tout de souffle. Alors, il tourna la tête vers Geppetto et, haletant, lui dit « Mon papa, aidez-moi, je n'en peux plus. Je crois que je vais mourir. » Ils étaient effectivement sur le point de se noyer quand ils entendirent une voix de guitare désaccordée qui demandait « Qui parle de mourir ?»« C'est moi et mon pauvre papa. »« Mais je reconnais cette façon de parler, » continua la voix éraillée. « Tu ne serais pas Pinocchio ?»« Si, si, c'est moi. Et toi, qui es-tu ?»« Je suis le thon. J'étais avec toi dans le corps du requin. »« Comment as-tu fait pour t'échapper ?»« J'ai suivi ton exemple. C'est toi qui m'as montré le chemin. Et je me suis sauvé moi aussi. »« Ah, joli thon, tu tombes à pic. Au nom de l'amour que je te porte et que je porte à toute ta progéniture, je t'en supplie. Aide-nous, sinon nous sommes perdus. » De tout cœur, accrochez-vous à ma queue et laissez-vous tirer. Dans quelques minutes, nous aurons atteint le rivage. Geppetto et Pinocchio ne se le firent pas dire 2 fois, mais ils préférèrent se mettre à califourchon sur le dos du thon. « On n'est pas trop lourd ?» s'inquiéta Pinocchio. « Lourd? Pas le moins du monde. J'ai l'impression d'avoir 2 coquilles vides sur mon dos, » affirma le thon, qui avait la puissante stature d'un veau de 2 ans. Arrivé sur le rivage, Pinocchio sauta à terre, aida son père à en faire autant, puis, se tournant vers le thon, lui dit d'une voix très émue: « Ami, tu as sauvé mon papa. Je n'ai pas assez de mots pour te remercier. Permets-moi au moins de t'embrasser en signe de reconnaissance éternelle. » Le thon sortit son museau de l'eau. Pinocchio s'agenouilla et posa sur sa bouche un baiser très affectueux. Ce geste si spontané et qui exprimait tant d'amitié troubla profondément le thon peu habitué à ce genre d'effusion. Du coup, honteux qu'on puisse le voir pleurer comme un bébé, il rentra sa tête dans l'eau et disparut. Entre-temps, le jour s'était levé. Pinocchio offrit son bras à Geppetto qui pouvait à peine tenir debout et lui dit « Appuyez-vous sur moi, mon papa. On va marcher lentement comme des tortues et quand nous serons fatigués, on s'arrêtera. » « Mais où nous emmènes-tu ? » ?»« On va chercher une maison ou une cabane en espérant qu'on nous donnera un morceau de pain pour manger et un peu de paille pour dormir. » Ils n'avaient pas fait 100 pas qu'ils virent assis sur le bord de la route 2 individus à l'air louche et minable qui demandaient l'aumône. C'étaient le chat et le renard. Ils étaient beaucoup moins fringants qu'autrefois. Le chat, à force de jouer à l'aveugle, avait fini par perdre la vue pour de bon. Quant au renard, la vieillesse l'avait rendu à moitié paralysé et il n'avait même plus de queue. Ce triste gibier de potence était tombé dans une misère si grande qu'il dut un beau jour vendre ce superbe appendice à un marchand ambulant qui l'acheta pour en faire un chasse-mouche. « Hé, Pinocchio !» cria le renard d'une voix pleurnicharde. « Aie pitié de 2 pauvres infirmes !»« Infirmes !» répéta le chat.
Adieu, beau masque, répondit la marionnette. Vous m'avez embobiné une fois, mais vous ne m'y reprendrez plus. Tu vois bien, Pinocchio, qu'aujourd'hui nous sommes vraiment pauvres et malheureux. Malheureux, répéta le chat. Si vous êtes pauvre, c'est bien de votre faute. Rappelez-vous le proverbe, bien mal acquis ne profite jamais. Adieu, mes jolis. Aie pitié de nous, de nous. Adieu, beau masque. Rappelez-vous le proverbe, la farine du diable en son toujours se transforme. Ne nous abandonne pas. Bah, répéta le chat. Adieu, beau masque. Rappelez-vous le proverbe, qui vole à autrui son manteau n'aura même pas de chemise pour mourir. Pinocchio et Geppetto continuèrent tranquillement leur chemin. Peu après, ils découvrirent un sentier qui menait à une jolie chaumière au milieu des champs. Elle était en paille, mais recouverte d'un toit de tuiles. « Cette maison est certainement habitée, fit remarquer Pinocchio. Allons-y. » Ils s'engagèrent dans le sentier et allèrent frapper à la porte de la chaumière. Une voix ténue se fit entendre. « Qu'est-ce que c'est ? » « C'est un pauvre papa et son pauvre enfant qui n'ont rien pour manger ni pour dormir. Tournez la clé et entrez. » Pinocchio manœuvra la clé, la porte s'ouvrit et ils purent entrer. Mais ils eurent beau regarder partout, ils ne virent personne. « Où est donc le maître de ces lieux ?» s'étonna Pinocchio. « Je suis là-haut. » Le fils et le père levèrent la tête en même temps. Ils aperçurent alors sur une poutre du plafond le grillon qui parle. « Oh, mais c'est mon cher grillon !» s'exclama Pinocchio en le saluant poliment. « Ah bon, maintenant je suis ton cher grillon, n'est-ce pas? Rappelle-toi pourtant que tu m'as envoyé un marteau à la figure pour me chasser de chez toi. C'est vrai, grillon, alors chasse-moi toi aussi, et si tu veux, assomme-moi avec un marteau, mais aie pitié de mon pauvre papa. » J'aurais pitié de vous deux, mais je tenais à te rappeler ta grossièreté pour que tu saches qu'en ce monde, il vaut mieux se montrer courtois envers autrui si l'on veut, dans les moments difficiles, bénéficier de la courtoisie des autres. Tu as raison, grillon, 1000 fois raison, et je retiendrai la leçon. Mais dis-moi, comment as-tu fait pour acquérir une si belle chaumière? Elle m'a été donnée hier par une gracieuse chèvre à la toison bleue nuit. Et cette chèvre, où est-elle allée? Je n'en sais rien. Mais quand reviendra-t-elle? Insista Pinocchio. Elle ne reviendra pas. En partant hier, elle semble très affectée. Elle avait des bêlements qui semblaient dire « Pauvre Pinocchio, jamais je ne le reverrai. Le requin l'aura bel et bien dévoré. » C'est ce qu'elle a dit, vraiment? Donc c'était bien elle, c'était bien ma bonne petite fée, se mit à pleurer Pinocchio en éclatant en sanglots. Il pleura beaucoup, puis essuya ses larmes et prépara un bon lit de paille sur lequel s'étendit le vieux Geppetto. Alors, se tournant vers le grillon, « Dis-moi, mon petit grillon, sais-tu où je pourrais trouver un verre de lait pour papa? » « Tu trouveras du lait chez Giorgio, le maraîcher. Il possède des vaches. C'est le 3e champ à partir d'ici. » Pinocchio courut donc chez le maraîcher qui lui demanda « Quelle quantité de lait veux-tu ?»« Un verre plein. »« Un verre de lait coûte 1 sou. Commence donc par me donner 1 sou. »« Mais je n'ai même pas 1 centime, répondit Pinocchio à la fois vexé et désolé. « Alors, jeune marionnette, rien à faire. Si tu n'as même pas 1 centime à me donner, moi je n'ai même pas 1 doigt de lait à te vendre. »« Tant pis, dit Pinocchio, qui n'avait plus qu'à s'en aller. « Attends un peu, ajouta Giorgio le maraîcher. On peut toujours s'arranger. Cela tirait de tourner la noria. »« La noria, c'est quoi ? » ?»« C'est cette machine en bois qui sert à remonter l'eau du puits pour arroser mes légumes. Je vais essayer. Dans ce cas, tu me tires une centaine de seaux et en échange je te donne un verre de lait. »« D'accord. » Giorgio conduisit la marionnette dans le potager et lui montra comment faire fonctionner la noria. Pinocchio se mit immédiatement au travail, mais il n'avait pas encore tiré ses 100 seaux d'eau qu'il était déjà ruisselant de sueur de la tête aux pieds. Jamais il n'avait éprouvé une telle fatigue. « Jusqu'à présent, c'est mon âne qui faisait ce travail pénible, mais la pauvre bête est moribonde, » expliqua le maraîcher. « Je pourrais le voir ?» demanda Pinocchio. « Bien sûr. » En entrant dans l'écurie, Pinocchio vit un joli petit âne couché sur la paille, usé par trop de travail et pas assez de nourriture. Il le regarda longuement et se dit troublé. « Mais cet âne, je le connais, j'ai déjà vu sa tête quelque part. » Alors, se penchant vers lui et utilisant le langage des ânes, il lui demanda « Qui es-tu » Le petit âne parvint à ouvrir les yeux et balbutia dans le même dialecte «
Je m'appelle la mèche. Puis, refermant les yeux, il expira. Pauvre Lucignolo, soupira Pinocchio en essuyant avec de la paille une larme qui coulait le long de sa joue. Tu es ému par un âne qui ne t'a rien coûté, s'étonna le maraîcher. Qu'est-ce que je devrais dire, moi qui l'ai payé 4 pièces d'or comptant? C'est-à-dire, c'était mon ami. Un ami? Oui, un copain d'école. Comment? S'esclaffa Giangio qui riait à gorge déployée. Comment? Tu avais des bourricots comme camarades de classe? Eh bien, tu as dû faire de fameuses études. La marionnette, froissée par cette remarque, ne répondit rien, prit son verre de lait encore chaud et s'en retourna à la maison du grillon. Il continua 5 mois durant à se lever chaque jour avant l'aube pour aller manœuvrer la noria afin de gagner les verres de lait qui faisaient tant de bien à son papa dont la santé était délicate. Non content d'exercer cette tâche, il profita de son temps libre pour apprendre à fabriquer avec du jonc, corbeilles et paniers. Grâce à l'argent qu'il gagnait ainsi, il réussit à faire face aux dépenses domestiques qu'il gérait avec beaucoup de sagesse. Parmi mille autres choses, il fabriqua également une élégante carriole pour promener son père afin qu'il prenne un peu l'air quand il faisait beau. Lors des veillées, il s'entraînait à lire et à écrire. Pour la lecture, il avait acheté au village pour quelques centimes un gros livre auquel il manquait les premières et dernières pages. Pour l'écriture, il utilisait une brindille en guise de plume, et comme il n'avait ni encre ni encrier, il la trempait dans un petit récipient rempli de jus de mûre et de cerises. Il en résulta que, grâce à sa volonté d'apprendre, de travailler et d'aller de l'avant, non seulement il parvint à soigner son père toujours maladif, mais il put aussi mettre de côté assez d'argent pour s'acheter un habit neuf. Un matin, il dit à Geppetto: « Papa, je vais au marché m'acheter une veste, un chapeau et des chaussures, et quand je rentrerai, je serai tellement chic que vous me prendrez pour un grand monsieur. » Une fois dehors, il se mit à courir, tout content et joyeux, quand, soudain, il entendit qu'on l'appelait par son nom. C'était une belle limace qui sortait d'une haie. « Tu ne me reconnais pas ?» demanda la limace. « C'est-à-dire, tu te rappelles pas de la limace qui servait de femme de chambre à la fée aux cheveux bleu nuit? De cette nuit où je suis descendue pour te donner de la lumière alors que tu avais un pied coincé dans la porte de sa maison? »« Oh oui, je me rappelle de tout !» s'exclama Pinocchio. « Réponds-moi vite, jolie limace, où as-tu laissé ma bonne fée? Que fait-elle maintenant? M'a-t-elle pardonné? Ne m'a-t-elle pas oublié? Est-ce qu'elle m'aime toujours? Elle est loin d'ici? Je pourrais la retrouver ?» À toutes ces questions formulées par la marionnette dans la plus grande précipitation, et sans même reprendre souffle, la limace répondit avec son flegme coutumier. « Ah, mon pauvre Pinocchio, ta bonne fée gît sur un lit d'hôpital. » « Elle est à l'hôpital? Malheureusement, elle a eu bien des malheurs. Maintenant, elle est gravement malade, et elle n'a même plus de quoi s'acheter un morceau de pain. »« Oh, quelle peine tu me fais! Pauvre, pauvre fée! Si j'avais 1 million, je volerais jusqu'à elle pour le lui donner. Mais je n'ai que ces 40 sous, juste de quoi m'acheter des vêtements. Prends les limaces, porte-les immédiatement à ma bonne fée. »« Mais tes vêtements? Que m'importe de nouveaux habits? Je vendrai les haillons que je porte si cela pouvait m'aider. Vas-y, limace, dépêche-toi, et d'ici 2 jours, reviens à cet endroit. Peut-être pourrais-je te donner encore un peu d'argent. Jusqu'à présent, j'ai travaillé pour aider mon papa. Désormais, je travaillerai 5 heures de plus pour ma maman. Au revoir, limace. À après-demain. » La limace, contrairement à son habitude, fila comme un lézard sortant de son trou au plus fort de la canicule du mois d'août. Quand Pinocchio fut revenu chez lui, Geppetto lui demanda: « Et cette veste neuve? »« Impossible d'en trouver une qui m'aille. Ce n'est pas grave, je l'achèterai une autre fois. » Et ce soir-là, au lieu de veiller jusqu'à 10 heures, Pinocchio travailla jusqu'à minuit tapant. Au lieu de 8 paniers, il en fit 16. À peine couché, il s'endormit. Mais dans son sommeil, il vit en songe la fée, souriante et éblouissante de beauté, qui lui dit ceci après lui avoir donné un baiser. « Bravo, Pinocchio, parce que tu as si bon cœur, je te pardonne pour toutes les bêtises que tu as faites jusqu'à aujourd'hui. Les enfants qui s'occupent tendrement de leurs parents quand ils sont dans la gêne ou quand ils sont malades méritent toujours louange et affection, même s'ils ne sont pas toujours des modèles d'obéissance et de bonne conduite. Si à l'avenir tu deviens raisonnable,
tu trouveras le bonheur. Le rêve s'achevait ainsi, mais à son réveil, Pinocchio ouvrit de grands yeux. Car, figurez-vous qu'en se réveillant, Pinocchio découvrit émerveillé qu'il n'était plus une marionnette en bois, qu'il ressemblait enfin à un enfant comme les autres. La pièce, aux murs nus de la cabane en paille, était devenue une jolie chambre meublée et décorée avec une élégante simplicité. Sautant du lit, il découvrit aussi un costume neuf, un nouveau chapeau et une paire de bottines en cuir qui lui allèrent parfaitement. En mettant machinalement les mains dans les poches de ses nouveaux habits, il trouva un petit porte-monnaie d'ivoire sur lequel était gravé « La fée aux cheveux bleu nuit rembourse ses 40 sous à son cher petit Pinocchio et le remercie pour sa générosité. » Mais les 40 sous n'étaient plus de vulgaires pièces en cuivre. Le porte-monnaie contenait 40 sequins en or, flambant neufs et brillant de tout leur feu. Il alla se contempler dans le miroir et ne se reconnut pas. L'image familière d'une marionnette en bois avait disparu. À sa place, souriait joyeusement un beau petit garçon à l'air vif et intelligent, aux cheveux châtains et aux yeux bleus. Tous ces événements merveilleux se succédaient si vite que Pinocchio ne savait plus s'il était vraiment éveillé ou s'il continuait de rêver les yeux ouverts. « Et mon papa dans tout cela ?» cria-t-il soudain. Il entra dans la pièce voisine et y trouva le vieux Geppetto en pleine forme, guilleret et de très bonne humeur comme autrefois. Retrouvant son métier de sculpteur sur bois, il était en train de fabriquer un magnifique cadre orné de feuillages, de fleurs et de têtes d'animaux. Pinocchio lui sauta au cou et le couvrit de baisers. « Comment expliquer tout ce changement, mon petit papa ?»« Tout cela, c'est grâce à toi, » répondit Geppetto. « Grâce à moi? Mais oui, quand les sales gosses deviennent de bons petits, ils ont aussi le pouvoir de transformer toute leur famille. Et le vieux Pinocchio en bois, qu'est-il devenu? Il est là, la grande marionnette était contre une chaise, la tête penchant sur le côté, les bras ballants, les jambes emmêlées et à demi repliées, à se demander comment elle pouvait tenir debout. Pinocchio la regarda un moment avec attention, puis poussa un grand soupir de satisfaction. Quel drôle d'air j'avais quand j'étais une marionnette, et comme je suis content d'être devenu un vrai et un bon petit garçon. Et voilà, c'est donc la fin des aventures de Pinocchio. Nous allons pouvoir laisser notre petite marionnette vivre sa vie d'adorable petit garçon sage et aimant avec son papa Geppetto. Et un tout petit aparté pour parler donc de la traduction, du style, voilà, reprendre rapidement les notes du traducteur Claude Sartirano, qui précise bien que si le style vous a paru peut-être un peu moderne, même si de temps en temps le vocabulaire est un peu désuet, disons qu'on n'utilise plus trop certains mots, ce n'est pas une volonté de la traduction, ce n'est pas lui qui a décidé de modifier pour avoir l'air plus moderne, c'est simplement parce que le style volontairement simple, volontairement précis de Carlo Collodi a permis que le conte traverse les siècles et ait l'air malgré tout terriblement moderne aujourd'hui encore, en 2023. Voilà. Donc, ma foi, je vous souhaite maintenant de passer une très belle journée, une belle soirée, une belle fin de journée, de profiter, voilà, comme d'habitude, de tout, de tous et de vous. Et puis, je vous dis à très bientôt.